Crime vous raconte ce soir deux histoires qui ont bouleversé des familles entières. Des affaires criminelles inédites qui n'auraient jamais vu le jour sans l'existence d'Internet. Crime spécial terreur sur les réseaux sociaux. C'est tout de suite. Eddy est un collégien de 12 ans. Il vit à Charenton-le-Pont, en région parisienne. Le 31 août 2017, il révèle à sa mère qu'il subit des agressions sexuelles de la part d'un homme qu'il a rencontré via son smartphone. Sous le choc, la mère de famille décide d'aller déposer plainte au commissariat. Et elle va découvrir qu'Eddy ne serait pas la seule victime de ce cyberprédateur. Alors, qu'est-il arrivé exactement à Eddy? Qui se cache derrière ce dangereux individu qui sévit sur les réseaux sociaux? Et combien d'autres victimes a-t-il pu faire? Au début, il l'a nié au moins une bonne dizaine de fois, avant qu'à un moment donné, il me réponde à peu près ces mots-là. Dans tous les cas, t'es mon petit copain, j'ai le droit de faire ce que je veux avec toi. Cassandre est une étudiante de 20 ans qui vit en Avignon. Le 23 juin 2018, dans la soirée, l'une de ses amies contacte la police. Elle leur signale que Cassandre est en danger et qu'elle a subi une violente agression dans le centre-ville. Si les forces de l'ordre se rendent immédiatement sur place, elles vont avoir le plus grand mal à neutraliser l'individu à l'origine du drame. Alors, que s'est-il passé en ce début d'été dans le centre-ville d'Avignon? Dans quel état se trouve Cassandre? Et surtout, qui s'en est pris à la jeune femme, âgée de 20 ans? Moi, j'avais des bleus autour du cou, donc de traces de doigts autour du cou, un coup sur le bras, un coup sur le genou, et j'ai eu des brûlures du taser qu'il a utilisé au moment de l'acte sexuel non consenti. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de jeunes adolescents manipulés par un dangereux maître chanteur. Pendant de longues années, ce prédateur sexuel a fait des réseaux sociaux son terrain de chasse et usé de chantage pour assouvir ses pulsions. Il n'a pas d'éthique, n'a pas de morale et il mesure parfaitement la conséquence des actes qu'il va poser avec un enfant. Il a un mot extrêmement choquant, il va parler d'Arthur comme de son plan cul du moment en fait. Ce qui est extrêmement choquant quand on parle d'un mineur qui a 14 ans. Nous sommes à Charenton-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne. Bordée par le bois de Vincennes, cette ville de 30 000 habitants profite d'une situation géographique privilégiée. C'est très proche de Paris, c'est à une station de métro, c'est une moyenne commune assez cossue. Les prix d'ailleurs de l'immobilier sont assez similaires des prix parisiens. Mais à l'été 2017, la commune va être le point de départ d'une affaire dramatique. Le jeudi 31 août, une mère de famille reçoit un appel de son fils que nous appellerons Eddy. Ce garçon, âgé de 12 ans, a des révélations glaçantes à lui faire. Un appel téléphonique pour lui signaler les menaces et les pressions qu'il subirait d'un homme, identifié comme un adulte en tout cas, beaucoup plus âgé que lui, qui effectivement menacerait de diffuser sur Internet des photos et ou des vidéos de ce jeune garçon dénudé. La mère tombe complètement dénue parce qu'elle se retrouve effectivement avec une situation et un enfant qui est quand même, oui, indéniablement jeune, qui lui raconte des choses qu'à 12 ans, normalement, on ne vit pas.
Cette maman, elle a eu immédiatement le bon réflexe. Elle a fait ce qu'il fallait pour préserver l'intérêt de son fils. Elle a recueilli ses confidences et elle a décidé de dénoncer ces faits à la police. Alors, qui est ce maître chanteur? Comment est-il en possession de telles photos? Et Eddy ira-t-il plus loin dans ses déclarations? Au commissariat de Charenton-le-Pont, Eddy est entendu par les policiers. Il explique qu'il y a environ un mois, un individu, surnommé Kini, est entré en contact avec lui via les réseaux sociaux. Au fur et à mesure, il va y avoir une relation qui va s'instaurer entre deux, où petit à petit, cet homme dont il ne connaît pas véritablement l'identité, puisque c'est un pseudonyme, va lui demander une première fois une photo de lui, d'abord torse nu, puis ensuite ses abdominaux, puis de plus en plus tourné sur des photos à connotation sexuelle. Au départ, il va a priori pas être d'accord, évidemment, et puis petit à petit, il va finir par lui envoyer ce type de photos, moyennant des promesses de chicha, des promesses de cadeaux, des promesses voire même d'argent. Moins de 4 semaines après leur premier échange, un rendez-vous est programmé le 18 août 2017. Assez rapidement, ce jeune va expliquer que cette rencontre physique, si elle n'est pas souhaitée par le jeune, elle va être obtenue par la menace d'une diffusion de ces fameuses photos et de ces fameuses vidéos. Paniqué à l'idée que ces images puissent se retrouver sur la toile, Eddy rejoint le mystérieux Kini dans l'obscurité d'une salle de cinéma. Ce jeune garçon va commencer par expliquer que son agresseur lui demande une fellation. C'est même pas qu'il lui a demandé, c'est qu'il lui a attrapé la tête et qu'il l'a dirigé vers son sexe. Donc pour le coup, c'était, on peut pas appeler ça de demander. Et il a exigé que le jeune garçon le masturbe. En état de choc, le garçon de 12 ans suit Kini après la séance de cinéma. Il va lui acheter un sandwich, il va lui acheter une boisson et ils vont s'asseoir sur un banc pour consommer. Et le hasard étant, la mère d'Eddy va passer par là, discuter et Eddy va présenter l'individu comme étant, je crois, un copain avec qui il joue au foot. Il n'y a pas visiblement d'attitude d'Eddy qui prête à confusion ou qui prête à méfiance. À ce moment-là, tout va bien, l'individu est lui aussi parfaitement calme, il n'y a aucune difficulté, les deux sont ensemble et l'histoire s'arrête là, à ce moment-là. Face aux policiers, Eddy et sa mère livrent une description très sommaire du dénommé Kini. Un jeune homme d'origine asiatique et âgé d'une vingtaine d'années. Les enquêteurs vont ensuite présenter tant à Eddy qu'à sa maman un fichier qui s'appelle le fichier Canonge, qui est un ensemble de photos d'individus qui ont déjà été signalisés, soit pour ce type de procédure, soit pour d'autres, qui sont des petites photos bien souvent assez illisibles. Et ni d'ailleurs Eddy ni sa maman ne vont reconnaître personne sur l'ensemble des photos qui vont leur être présentées. Alors les enquêteurs parviendront-ils à retrouver ce dangereux individu? Quels sont les antécédents judiciaires de Kini? Et a-t-il fait d'autres victimes? Saisie du dossier, la brigade territoriale de protection des familles de Créteil s'intéresse au profil de la victime présumée. Je dirais qu'Eddy, c'est pas un adolescent, c'est un préadolescent. Il a 12 ans. C'est un préadolescent qui mène une vie tout à fait normale avec un très bon entourage familial, très soutenu par sa mère et son père. Dans la foulée, un examen psychologique est réalisé sur le jeune garçon. Immédiatement, le syndrome post-traumatique caractéristique des victimes d'abus sexuels est constaté chez ce jeune Eddy. Des troubles de l'appétit, des troubles de l'humeur. En quelque sorte, ce sont des enfants et des adolescents qui vivent dans une espèce d'alerte d'hypervigilance permanente. Il peut aussi avoir beaucoup de cauchemars qui altèrent la qualité du sommeil et la qualité de vie.
Tandis que l'identification de l'agresseur piétine, les enquêteurs du Val-de-Marne obtiennent des informations de leurs homologues d'Ivry-sur-Seine. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une procédure qui date de 2016. C'est un mineur, là encore, qui a 11 ans au moment des faits, qui va chez lui laisser rentrer le fils de sa babysitter. Et le dit fils de la babysitter va ensuite procéder sur cet enfant de 11 ans à des caresses sur le corps. Et cet individu s'appelle Keane, un nom très proche du pseudo utilisé par l'homme qui s'en prend à Eddie. Âgé de 31 ans, cet homme d'origine asiatique a été condamné à 6 mois de prison, avec sursis, pour ces faits. Comme pour toute personne déclarée coupable d'infraction sexuelle sur mineur de 15 ans, il va être inscrit au FIJES. Ce n'est pas une sanction spécifique du tribunal, c'est la loi qui le prévoit. À partir du moment où vous êtes déclaré coupable de ce type de fait, vous êtes inscrit au FIJES, qui est le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. À Créteil, les enquêteurs sont frappés par les nombreuses similitudes entre l'agression de 2016 et celle rapportée par Eddie. Le mode opératoire et la description physique ressemblent quand même un peu entre les deux affaires. Et surtout, le numéro de téléphone qui a été laissé par la personne condamnée dans le cadre du dossier d'Ivry-sur-Seine correspond à l'adresse de messagerie qui a été laissée dans le cadre du dossier qui concerne Eddie. Fort de ces nouveaux éléments, les policiers franciliens convoquent une nouvelle fois Eddie le 26 octobre 2017, soit 8 semaines après son dépôt de plainte. Comme l'enquête a avancé et que cette fois-ci de fortes présomptions se portent sur ce fameux Keane, il est intégré dans les photos qui sont présentées aux préadolescents qui, là pour le coup, et de manière extrêmement spontanée et sans ambiguïté, il le désigne comme son agresseur. Eddie va raconter aux enquêteurs que c'est son meilleur ami, Damien, qui l'a mis en relation avec ce fameux Keane. Les policiers convoquent donc le garçon de 13 ans et découvrent qu'il a déjà affronté de nombreuses épreuves par le passé. C'est donc un préadolescent qui a été victime d'un très grave accident de voiture quand il avait 6 ans, qui ont entraîné de lourdes séquelles cognitives et un manque de jugement et d'appréhension des situations sociales. C'est pas moi qui le dis, c'est l'expert qui a examiné Damien dans le cadre de cette procédure, ce qui en fait a priori un préadolescent plus fragile encore que les autres. Damien raconte aux policiers qu'il a été contacté sur les réseaux sociaux par Keane au mois de juillet 2017. L'homme ne donne pas son âge, mais confie au garçon de 13 ans qu'il peut lui offrir des cadeaux. Damien, il peut être justement animé à ce moment-là par la recherche peut-être de petits profits, de se dire qu'il peut gagner de ci, de là un peu d'argent de poche facilement. En échange, Damien doit lui envoyer des images de lui dénudé. Mais contrairement à Eddie, il ne franchit pas le cap du rendez-vous à l'extérieur. La chance de Damien, c'est que d'abord tout seul, puis avec l'intervention de sa mère, il refusera de franchir ce pas. Et ça n'ira pas plus loin que des échanges de vidéos et de photos à caractère sexuel, ce qui déjà constitue une infraction qualifiée de corruption de mineurs. 2 mois après le début de l'enquête, les policiers de Créteil découvrent que Damien et Eddie ne sont pas les seules victimes de cette affaire. La brigade de protection des mineurs leur apprend qu'un certain Arthur, âgé de 14 ans, a porté plainte contre leur suspect 1 mois plus tôt. Il va raconter qu'il a pu chatter avec un profil féminin, Welling Tai, un profil avec une seule photo d'une jeune femme asiatique plutôt jolie, qui va entrer en contact avec lui et qui très vite va lui demander de lui adresser des photos de lui dans des postures et en tout cas dénudées, ce qu'il va faire en fait assez vite. Alors, qu'a révélé Arthur dans la suite de son audition? Qui est véritablement Keane, soupçonné d'être un véritable prédateur sexuel? Et quelle sera sa version lors de sa garde à vue? En lisant l'audition d'Arthur, les enquêteurs de Créteil réalisent que l'adolescent de 14 ans
s'est lui aussi retrouvé au cœur d'un chantage malsain. Il explique qu'après avoir été mis en relation avec ce profil féminin, Wei-Ling Tai, après avoir envoyé des photos de lui, appelons ça compromettantes, la dite Wei-Ling Tai va lui dire « Écoute, maintenant je voudrais bien que tu rentres en relation avec un de mes amis, dont le pseudo s'avère être Kini Chung. Je veux que tu rentres en relation avec lui, sinon je vais diffuser les photos que tu m'as envoyées. » Donc il indique qu'il a peur, que clairement il s'est très vite senti débordé par la situation, qu'il va accepter une rencontre. Le 21 juillet 2017, Arthur profite de l'absence de ses parents pour inviter son maître chanteur à son domicile. À cette occasion-là, il va se rendre compte que cette personne masculine est un adulte, ce qu'il pressentait en fait. Lui, il a été toujours clair sur le fait qu'il avait 14 ans. Il va indiquer dans un premier temps qu'il ne veut pas. La personne va insister pour avoir ces relations sexuelles. Il va signifier à plusieurs reprises qu'il a peur et qu'il a mal et qu'il veut que ça s'arrête. L'emprise exercée par Kin est telle qu'un deuxième rendez-vous a lieu, quelques jours plus tard. Arthur subit un nouveau viol et une troisième rencontre est même programmée. Mais l'adolescent trouve finalement le courage de mettre un terme à son calvaire. Il va complètement paniquer le matin où il a rendez-vous avec son agresseur pour la troisième fois. Et il va demander à sa mère de l'accompagner. C'est à ce moment-là qu'il va révéler les faits à sa mère. Et lorsque le lieu de rendez-vous est déterminé et que Arthur se présente sur le lieu de rendez-vous avec sa mère, l'agresseur qui sort du métro à ce moment-là va le voir accompagné d'un adulte et donc va lui envoyer un message en lui disant « j'annule le rendez-vous ». En analysant les relevés téléphoniques d'Arthur, les enquêteurs réalisent à quel point l'adolescent était sous la coupe de son bourreau. Ils vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de contacts téléphoniques entre Arthur et Kini. Et particulièrement en une quinzaine de jours, entre fin juillet et mi-août, on s'aperçoit qu'il y a plus de 500 échanges entre les deux téléphones portables, dont plusieurs appels vocaux. Il a subi une sorte de harcèlement de la part de Kin qui va finalement lui demander des comptes en permanence. Les investigations techniques des policiers vont également apporter la certitude qu'Arthur, Eddie et Damien ont été victimes d'un seul et même homme. Les enquêteurs vont s'apercevoir que les coordonnées téléphoniques qui ont été données au moment de l'ouverture de ces comptes correspondent à chaque fois au numéro qui était apparu au départ, c'est-à-dire le numéro de téléphone portable du dit Kini. Et par le biais de réquisitions, ils vont s'adresser aux différents réseaux sociaux pour tenter d'obtenir les coordonnées complètes de la personne physique qui est derrière ces différents comptes de messagerie. Et on s'aperçoit que c'est à chaque fois la même adresse, qui est l'adresse qui correspond à celle de Kini. Le 4 décembre 2017, plus de 3 mois après la plainte du jeune Eddie, les enquêteurs se rendent à Ivry-sur-Seine, au domicile de Kin. L'interpellation se passe, alors pour le coup, comme dans un rêve de policier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance. A priori, Kin sait pourquoi les fonctionnaires se présentent chez lui. Il va dès le départ coopérer, c'est-à-dire expliquer un peu où est son matériel informatique. Et ils vont saisir, je crois, 3 clés USB, 2 disques durs, un ordinateur, beaucoup de choses qu'ils vont mettre un temps certain à exploiter. Alors que vont révéler ces nouvelles expertises? Comment va se dérouler la garde à vue du suspect? Et surtout, avouera-t-il l'ensemble des faits? Âgé de 31 ans, Kin est né à Macao, une ancienne colonie portugaise devenue région administrative de la Chine en 1999. C'est un fils unique qui voit partir ses 2 parents pour partir en Europe et plus spécifiquement en France pour venir travailler. Lui va être élevé dans une famille tout à fait aimante par ses grands-parents. Il va donc vivre les 9 premières années de sa vie sans père, sans mère, mais avec des grands-parents. Et encore une fois, des grands-parents dont il garde, il le dira toujours, un excellent souvenir.
Keane a 9 ans lorsqu'il finit par rejoindre ses parents. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il ne parle pas la langue, mais a aussi du mal à communiquer avec des parents qu'il ne connaît pas. Et que pour lui, toute sa construction s'est faite autour de ses grands-parents et pas de ses parents. Et donc on arrive à un moment où, encore une fois, les relations sont assez distantes. En proie à des difficultés d'intégration, Keane trouve refuge dans des mondes virtuels. C'est au départ un adolescent, puis ensuite un homme qui va passer jusqu'à 15 heures par jour derrière son ordinateur, en général à jouer, mais également à tenter de rentrer en contact avec d'autres personnes. Comme bien souvent pour des gens qui aiment beaucoup les réseaux sociaux, il va se construire un personnage sur les réseaux sociaux parce qu'il s'y sent beaucoup plus à l'aise que dans la véritable vie. Et lorsqu'il se promène dans la rue, il se sent un peu anonyme. Lorsqu'il est sur les réseaux sociaux avec le personnage qu'il a pu s'y construire, il est beaucoup plus heureux. Et surtout, il se sent beaucoup plus épanoui. Sans diplôme, Keane enchaîne les petits boulots dans la restauration et continue de vivre dans le foyer familial. Une situation qui ne l'empêche pas de connaître ses premières relations amoureuses. Sur le plan affectif, il va toujours, en parfaite connaissance de son homosexualité, nouer des relations avec d'autres garçons, de son âge bien souvent à ce stade-là, pour avoir une vie de couple, sachant encore une fois que c'est toujours la difficulté, cette vie de couple n'est pas portée à la connaissance de ses parents, puisque ses parents ignorent tout de sa vie sexuelle en général et spécifiquement de sa vie homosexuelle. Le 4 décembre 2017, l'audition de Keane débute au commissariat de Créteil. À l'instar de son attitude lors de la perquisition, le jeune homme se montre exhaustif devant les policiers. Il va finalement assez vite admettre son mode opératoire, la manière dont il choisit ses victimes, le fait que ce sont exclusivement des jeunes garçons prépubères, qu'effectivement il crée de multiples profils, soit féminins, soit masculins, toujours en se rajeunissant, qu'il réalise un chantage sur ces jeunes victimes pour obtenir des faveurs sexuelles. Il obtient ces photos, il en fait des captures d'écran sur les réseaux sociaux sur lesquels il les a obtenues, et à partir de là, il envoie des messages à ses adolescents en disant voilà, soit tu viens me voir, soit je diffuse les photos telles que tu me les as données. On rappellera quand même que dans le cadre de cette procédure, il y a eu indéniablement beaucoup de photos qui ont été prises, il n'y en a pas une seule qui a été diffusée nulle part, jamais. Jamais ces menaces n'ont été mises à exécution. Un mode opératoire redoutable qui surfe sur les nouvelles habitudes 2.0. Au début de l'Internet, on disait aux gens en général et aux jeunes en particulier, ne donne jamais ta réelle identité sur Internet, reste caché. Les réseaux sociaux ont inversé la tendance, puisqu'au contraire, c'était l'idée de dire il faut qu'on puisse te retrouver en ligne quand on t'a rencontré en vrai, parce que c'est ça l'idée. D'ailleurs, au départ, Facebook interdisait les pseudos et disait qu'il faut absolument donner sa vraie identité, son prénom et son nom. Donc là, ça est devenu en fait assez dangereux pour les jeunes, puisqu'ils n'avaient plus cette capacité de se cacher, de ne pas révéler leur identité. D'autant que le rapport au corps et à la nudité s'est complètement démocratisé sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Les jeunes ont banalisé entre eux dans leur relation l'envoi de nudes, comme on dit, c'est-à-dire que c'est assez banal pour eux dans une relation, voire même dans une relation naissante, y compris en ligne, d'envoyer des contenus à caractère sexuel entre eux, dans le cadre d'une relation privée, mais néanmoins, voire de faire ce qu'ils appellent des plans cam, c'est-à-dire de se retrouver sur une webcam partagée et voilà, d'avoir des scènes d'attouchement vers chacun derrière une caméra. Hein. Et donc ces pratiques-là qui sont assez développées et naturelles entre eux, ça c'est vrai que ça les met effectivement dans des situations très à risque, parce que ça on le fait en général seul en ligne, personne ne le sait qu'on le fait, parce que c'est intime en fait. Si Keane reconnaît avoir demandé des photos dénudées et usé de chantage pour obtenir des rendez-vous, il assure n'avoir jamais violé personne. Pour Eddie, il va expliquer que selon lui, il y a eu certes une relation sexuelle, mais dans le cadre d'une relation librement consentie. Ce qui explique aussi la raison pour laquelle, lorsque ils sont sortis du cinéma, ils se sont promenés, que Keane a offert un sandwich et un soda à Eddie sans que ça pose pour lui l'ombre d'une difficulté. Et lorsque finalement il rencontre la mère d'Eddie, Keane est on ne peut plus naturel puisque pour lui il y a un consentement. Le suspect avance le même argument en ce qui concerne Damien et Arthur.
Il a un mot extrêmement choquant, il va parler d'Arthur comme de son plan cul du moment en fait. Ce qui est extrêmement choquant quand on parle d'un mineur qui a 14 ans. Alors comment va se dérouler la suite de son audition? Prendra-t-il conscience de la gravité des faits? Et d'autres victimes déposeront-elles plainte contre le prédateur sexuel? Lors de son audition à la brigade de protection des familles, Keane va évoquer spontanément la relation de 2 ans qu'il a eue avec un certain Christophe. Une histoire qui commence en 2015 par message interposé. Autant Christophe, lui, est mineur, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, 16-17 ans, autant Keane, lui, va tout de suite, très rapidement, minimiser son âge. Il a bientôt 30 ans et en fait, il va dire à Christophe qu'il en a 23 ou 24. Donc déjà à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le jeune homme, qui vit aujourd'hui à Swansea, dans le sud du Pays de Galles, reçoit alors une convocation des enquêteurs. J'ai pensé au début que c'était un mensonge, je pensais que c'était pas vraiment la police, que c'était juste un moyen d'essayer de me retrouver et de me reprendre dans toute la situation qu'on a eue avant. Mais non, au final, j'en ai parlé à mes parents qui ont appelé la station de police avec un autre numéro et m'ont dit qu'en effet, je devais bien aller voir la brigade des affaires familiales pour répondre à quelques questions. Christophe se présente alors à la brigade de Créteil. À ce moment-là, il n'a plus de contact avec Keane depuis 1 an et n'a pas connaissance des accusations portées contre lui. Interrogé par les policiers, le jeune homme revient sur leur relation. Je l'ai rencontré sur un réseau social. C'était un ami qui m'avait conseillé ce réseau. Et du coup, on a commencé un peu à se parler comme n'importe quelle personne. Beaucoup de gens lui faisaient confiance, l'aimaient bien. Il participait à beaucoup d'événements. C'était un peu un blagueur. Mais très rapidement, leur relation devient toxique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la jalousie, la possessivité, cette espèce d'emprise prend place, mais là, le piège se referme quelque part. Et Christophe va devoir rendre des comptes à son compagnon, il va devoir donner des explications. Et puis, il va devoir aussi très rapidement subir de la violence. Comme cette nuit où Keane a profité du sommeil de Christophe pour lui imposer un acte sexuel. Le lendemain matin, je m'en suis rendu compte qu'il m'avait pénétré. Du coup, je l'ai confronté par rapport à ça. Au début, il l'a nié au moins une bonne dizaine de fois, avant qu'à un moment donné, il me réponde à peu près ces mots-là. Dans tous les cas, t'es mon petit copain, j'ai le droit de faire ce que je veux avec toi. Sur le coup, j'étais pas, traumatisé, ou j'avais pas eu peur, ou j'étais pas énervé, mais dans ma tête, c'était vraiment, est-ce que Keane comprend ce qu'il a fait? Parce que non, clairement, il n'a pas compris en fait. Et je lui ai dit ça, j'ai dit, bah non, en fait, c'est pas quelque chose que tu fais. Normalement, si tu veux qu'on fasse ça, bah il faut que tu me le dises en fait. Mais sur le coup, Christophe ne pense même pas à déposer plainte. Malheureusement, les victimes, notamment de viols et de viols par conjoint, ont souvent du mal à verbaliser le fait qu'elles ont subi un viol. Et c'est assez courant, c'est assez normal, même si j'aime pas beaucoup ce terme, pour plusieurs motifs. Déjà parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que dans l'intimité d'un couple, on peut exiger de son partenaire des faveurs sexuelles. C'est dans ce contexte houleux que leur relation prend fin au mois de juin 2017. Suite à ce nouveau témoignage, des expertises psychiatriques sont demandées par le juge d'instruction. Keane va être interrogé sur ce qu'on pourrait qualifier de pulsion pédophilique. Il explique simplement que lui est attiré par globalement le monde de l'enfance et il est attiré effectivement plutôt par des jeunes garçons. On peut parler le concernant du syndrome Peter Pan. C'est-à-dire qu'il est adulte,
mais il aime vivre dans un monde d'enfants, en tout cas d'adolescents. Si les experts concluent à une absence de pathologie chez Keane, ils présentent toutes les caractéristiques du prédateur sexuel. Il vit pour l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, de ses fantasmes sexuels, quels qu'ils soient. Le prédateur sexuel n'a pas d'éthique, n'a pas de morale. Et il mesure parfaitement la conséquence des actes qu'il va poser avec un enfant, mais cela n'entre pas en considération pour lui. Un homme manipulateur et menteur qui a pour terrain de chasse les réseaux sociaux. C'est aussi des messages qu'il faut envoyer aux enfants avant. Il faut leur expliquer voilà, ce qui peut se passer et que c'est pas normal, par exemple, qu'un adulte vienne parler à un enfant. Que personne n'a à lui imposé un secret, parce que ça c'est aussi un des grands moyens que les prédateurs ont d'enfermer l'enfant avec eux dans la relation. C'est notre secret, tu le diras pas, il faut pas machin. Il faut leur dire voilà, personne n'a à te demander de garder un secret avec un adulte. C'est parce qu'il veut cacher quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Parallèlement à ces investigations, les enquêteurs analysent le matériel informatique saisi au domicile du suspect. Ils vont découvrir un très grand nombre, plusieurs centaines, voire milliers d'images pédopornographiques, de mise en scène ou de photos d'enfants dénudés, quasi exclusivement de jeunes garçons. Le 6 décembre 2017, Keane est mis en examen pour viol, atteinte sexuelle et corruption de mineurs de moins de 15 ans. Alors jusqu'où cette affaire ira-t-elle? Les enquêteurs ont-ils dévoilé toute la part d'ombre de Keane? Et comment ce prédateur a-t-il pu opérer en toute impunité pendant des années? Keane est placé en détention provisoire. Pour autant, les investigations se poursuivent et les listings téléphoniques du prédateur sexuel vont notamment être passés au crible. L'enquête va se poursuivre avec évidemment la volonté pour les enquêteurs de déterminer l'existence ou non d'autres victimes. Et de fait, d'autres adolescents vont apparaître comme ayant été en contact avec Keane. Entre février et juillet 2018, la brigade de Créteil va entendre 11 garçons. 7 d'entre eux évoquent de simples échanges sur les réseaux sociaux. Mais 4 autres rapportent des faits semblables aux premières victimes du dossier. Il réexplique toujours le même mode opératoire, c'est-à-dire au départ un faux profil, demande de photos, puis ensuite une mise en relation soit par du chantage, soit quelquefois pas de chantage, mais en tout cas une insistance certaine, que certains de ces mineurs curieux et désireux de découvrir quelque chose se laissent, j'allais dire, appâter. Et d'autres aussi sont aussi un peu contraints précisément par du chantage. Parmi ces 4 nouvelles victimes, 3 auraient subi du chantage sexuel et une autre aurait été violée. Entendu à ce sujet, Keane va une fois encore minimiser les faits. Il va révéler que quelques semaines avant son placement en garde à vue, qu'il a eu des relations sexuelles avec un autre mineur, un certain Danny, que ça s'est passé dans la cave de son appartement et que là encore il s'agissait de relations consenties qui ont eu lieu à plusieurs reprises avec ce mineur. Au cours de ce nouvel interrogatoire, Keane va être interrogé sur les milliers de photos à caractère pédopornographique retrouvées sur son ordinateur. Des images sur lesquelles figurent toutes ses victimes. Dès lors que les enquêteurs lui ont mis les photos sous les yeux, il n'avait pas tellement d'autre choix que de reconnaître. Pour ce qui était des faits de corruption, c'est la même chose, hein, c'est quelque chose de matériel. Ensuite, tout ce qu'il a confronté à l'acceptation de son passage à l'acte pédophile, ça a posé une difficulté. Et donc, dans les faits les plus graves qu'on lui reprochait, il se retranchait toujours vers le consentement des victimes. Si Keane reste sur sa version, sa mise en examen va quant à elle évoluer.
il est désormais accusé de corruption de mineurs sur 6 victimes et d'avoir violé 3 adolescents. Alors comment va se dérouler le procès aux assises? Keane avouera-t-il les faits les plus graves? Et quelle peine sera prononcée contre le cyberprédateur sexuel? Le 9 mars 2020, 2 ans et demi après le début de l'affaire, s'ouvre le procès du cyberprédateur sexuel. Dans la cour d'assises du Val-de-Marne, l'émotion est palpable. L'ambiance est un peu électrique, très tendue. Il y a beaucoup de monde dans cette salle. Nous étions tous les uns sur les autres, c'est-à-dire que Keane était à peu près 1,50 m de la barre des témoins ou des victimes qui allaient être amenés à déposer. Si on tendait la main, on pouvait presque toucher les jurés. C'est une salle qui, a priori, n'est pas faite pour faire des assises. La configuration des lieux interpelle, tout comme l'attitude de l'accusé. Il regarde les victimes avec insistance. C'est-à-dire que souvent on a des accusés qui devant la cour d'assises baissent les yeux et Keane, il regardait très fixement les jeunes qui venaient témoigner à la barre. À la fin de l'instruction, l'enquête avait fait état de 9 victimes. Pourtant, seuls Eddie, Damien et Arthur se sont constitués partie civile à l'ouverture du procès. On est un peu estomaqué en fait par le traitement du dossier. Au fil des jours et au fil des auditions, d'autres jeunes sont appelés à témoigner, mais pas en tant que partie civile ni même victime, pour des faits très graves. Et c'est totalement singulier. Ça va faire 20 ans que j'exerce ce métier, c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc nous sommes allés les chercher à la fin de leur témoignage pour leur demander s'ils souhaitaient se constituer partie civile, en leur expliquant ce que ça signifiait. Et plusieurs d'entre eux ont souhaité le faire, et donc il a fallu, au pied levé, trouver des avocats volontaires pour intervenir à leur côté. 6 victimes sur 9 sont finalement représentées, à l'instar de Christophe, initialement convoqué à la barre comme simple témoin. Bah oui, c'était un soulagement et je veux dire, mon avocat m'a beaucoup aidé avec ça, franchement. C'est elle qui m'a poussé à exprimer des choses que je ne voulais juste pas exprimer parce que ça fait mal, clairement, de parler de ce genre de choses-là. Grâce à son avocate, Christophe prend enfin conscience de son statut de victime. Pendant le procès, il a un électrochoc lorsqu'il découvre l'âge des autres plaignants. J'ai juste un peu regardé, j'ai juste un peu tourné mes yeux aux alentours. Aucun d'eux n'était majeur. J'aurais jamais pensé que Keane aurait fait ça avec une personne mineure. Je veux dire, merde, c'était des enfants de 12 ans, quoi, pour un certain. Après les victimes, c'est au tour de Keane de témoigner. Et l'homme de 34 ans fait preuve d'une certaine prise de conscience. Ils avaient face à eux un homme qui, après 2 ans et demi de détention, avait évolué dans son cheminement de réflexion vis-à-vis des faits. De passer d'un c'était des super plans cul, c'était vraiment très consenti, qu'est-ce qu'on s'est amusé, à quelque chose qui est ce que j'ai fait est dégueulasse, parce que c'est ce qu'il a expliqué, c'est ce qu'il a dit. Je m'aperçois qu'on ne peut pas toucher à un enfant qui a 13, 14 ou 15 ans. On ne peut pas y toucher. Après 5 jours de débat, la Cour rend son verdict. Keane est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. C'est une peine qui est extrêmement sévère, mais qui peut être considérée comme équilibrée compte tenu du nombre de victimes, compte tenu du mode opératoire, compte tenu de la jeunesse des victimes et des séquelles, je l'espère, non irréversibles, mais extrêmement graves, causées chez ces tout jeunes hommes. La question s'est posée d'un éventuel appel de cette décision-là. 18 ans, c'est une peine qui est quand même excessivement lourde. Mais on était aussi dans la situation dans laquelle Keane me dit « Écoutez, moi j'ai reconnu ces faits, j'ai expliqué ce qu'il en était, j'ai vu aussi des victimes en face de moi qui souffraient. Sa volonté n'était pas forcément à titre personnel de revivre cette épreuve-là, parce que 5 jours comme ça, c'est une épreuve. Et on était effectivement dans la situation dans laquelle
Lui s'est dit, moi, je ne veux pas revivre ça, j'ai reconnu ce qu'il en est, je veux m'arrêter là, continuer à progresser et continuer à essayer de m'en sortir. Malgré l'exemplarité de la peine, le verdict reste difficile à accepter pour certaines victimes. Arthur, déjà, il a été en colère à l'annonce du verdict parce que quand on est victime et partie civile, lorsqu'on entend un verdict, on a toujours l'impression que c'est pas assez. Et même si on a pu lui dire, et notamment moi à plusieurs reprises, que 18 ans c'était beaucoup dans ce type de dossier, il a eu du mal à l'entendre en fait. Mais ça c'est normal, on peut pas lui en vouloir. Donc il a dû intégrer cette peine tout en ayant quand même la satisfaction d'avoir été reconnu comme victime de viol et aussi d'être allé au bout de ce dossier. Ça va faire bizarre dit comme ça, mais un peu triste pour qui. Parce que, bon, ses actions ne peuvent pas être pardonnées, ce qu'il a fait c'était atroce, mais bonne chance à lui quoi en fait. Aujourd'hui, les exactions du prédateur sexuel affectent encore toutes ces victimes. Bien que certaines, comme Christophe, parviennent enfin à appréhender l'avenir sereinement. Franchement, j'en parle encore de temps à autre de cette histoire, mais ça m'affecte plus de la même manière qu'avant. Maintenant, si je me sens beaucoup mieux, c'est quelque chose sur quoi je travaille et que je peux juste m'améliorer en fait. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le calvaire de plusieurs jeunes femmes, prisonnières d'un seul et même homme, rencontrées sur les réseaux sociaux. Un individu dangereux au double visage, qui va totalement asservir et traumatiser ses victimes. C'est pas un violeur classique, c'est quelqu'un qui assoit sa toute-puissance. Donc, l'acte de viol pour lui n'est que l'aboutissement d'un ensemble d'actes de domination. J'ai juste peur de partir. Je me suis dit, si je pars, il va balancer la vidéo, il va balancer des photos. Pour moi, c'est inhumain de faire ça à quelqu'un. Nous sommes en Avignon. Cette commune historique de 92 000 habitants est située dans le département du Vaucluse. Au bord du Rhône, cette cité provençale est notamment connue grâce à son célèbre pont ainsi qu'à son palais des papes. C'est une très belle ville, architecturalement parlant, culturellement parlant. Et il ne faut pas oublier que la ville d'Avignon, c'est quand même la deuxième ville avec le Vatican qui a accueilli en son temps des papes. Donc c'est une vraie carte postale. On a à la fois une ville qui est très culturelle, très ancrée dans le domaine artistique, etc. Et de l'autre côté, on a une ville aussi qui est très active. Donc je trouve que c'est séduisant. Une cité touristique et dynamique, qui va pourtant devenir le théâtre d'une sombre affaire de mœurs, le 23 juin 2018. Peu avant 22 h, les policiers sont appelés par une jeune fille qui explique qu'une amie à elle a été victime d'une agression de la part de son petit ami dans le centre-ville d'Avignon. Une fois sur place, devant l'immeuble, les policiers découvrent un groupe d'individus autour d'une jeune femme, que nous appellerons Cassandre. Ils m'ont demandé de débriefer rapidement pour passer à l'intervention. Donc j'ai raconté que j'ai vécu un viol, qu'il m'avait frappé, qu'il était violent et qu'il était armé. Cassandre révèle également que son violeur se trouve encore
chez elle. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement en Avignon? Qui est l'agresseur? Et comment va se dérouler l'interpellation de cet homme armé? Mis en garde par Cassandre, les policiers s'approchent de l'appartement de la jeune femme et tentent d'établir un contact avec l'agresseur. Un jeune homme de 24 ans, prénommé Thomas. Le suspect ne coopère pas avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, les forces de l'ordre essaient de le convaincre d'ouvrir la porte et il ne le fait pas. Il va les outrager à plusieurs reprises et par la fenêtre, les forces de l'ordre vont voir le suspect muni dans une main d'un couteau de cuisine et dans l'autre d'une lampe taser. Les policiers m'ont demandé de rentrer dans le hall avec eux pour lui parler, pour qu'il puisse ouvrir, savoir s'il allait ouvrir ou pas. Même chose, toujours les mêmes questions. Thomas, ouvrez la porte, on va rien vous faire, on veut juste discuter, mais rien n'y fait. L'équipe d'intervention décide alors de faire appel à des renforts pour déloger l'individu retranché. Les pompiers vont casser le barillet pour réussir à rentrer. À ce moment-là, le suspect va indiquer aux forces de l'ordre qu'il veut leur parler. Les forces de l'ordre vont se rapprocher du trou de la serrure et là, ils vont se faire gazer. Et tandis que les policiers pénètrent finalement dans l'appartement, Thomas s'enferme dans la salle de bain. Les fonctionnaires de police sont obligés de faire intervenir un chien policier à ce moment-là parce qu'ils ne parviennent pas à interpeller le suspect. Après les sommations qui ne donnent rien, le chien est démuselé et il est envoyé sur le suspect dans la salle de bain. Immédiatement, le chien mord le suspect, ce qui a pour effet finalement de lui faire lâcher sa lampe taser, de le désarmer. Immédiatement, les forces de l'ordre passent les menottes à cet homme qui leur a donné tant de mal pendant près d'1 heure. Ils sont en face d'un individu commun au final, plutôt de jeune âge, pas d'une corpulence extrême, quelqu'un de totalement normal. Théâtre de l'affrontement, l'appartement de Cassandre est perquisitionné. On retrouve un couteau de cuisine dont il s'est saisi au moment où les policiers interviennent. On retrouve également une bombe lacrymogène et la lampe taser. Et après coup, au moment de son placement en garde à vue, on retrouvera au moment de la fouille un couteau à cran d'arrêt. Interrogé à l'hôtel de police d'Avignon, Thomas conteste les accusations de viol dont il fait l'objet. Mais il explique qu'il y a eu un rapport sexuel consenti. Il reconnaît les violences à l'encontre de la victime, mais il explique qu'après cette scène de violence, il y a eu réconciliation et qu'il y a eu un rapport sexuel qui a été consenti réciproquement. Alors quel sera le récit de Cassandre sur son agression? Thomas continuera-t-il à nier les faits? Et pourquoi s'en est-il pris à cette jeune femme? Après avoir recueilli la version de Thomas, les enquêteurs s'intéressent au profil de sa victime présumée. Âgée de 20 ans, Cassandre suit des études de coiffure et travaille en parallèle comme caissière dans un supermarché. Dans la vie de tous les jours, je suis une fille très souriante. Même quand ça va pas ou qu'il y a une petite tracas du quotidien, toujours le sourire, très gentille avec tout le monde, peut-être trop. J'encaisse beaucoup, donc je garde beaucoup de choses pour moi. Prise en charge par un médecin légiste, Cassandre présente manifestement des traces de violences sexuelles ainsi que des blessures corporelles. Moi, j'avais des bleus autour du cou, donc de traces de doigts autour du cou, donc un coup sur le bras,
un coup sur le genou et j'ai eu des brûlures du taser qu'il a utilisé au moment de l'acte sexuel non consenti. Suite à cet examen médical, les experts réalisent des prélèvements sur Cassandre. Ils ont été faits parce que c'est la procédure habituelle, mais dans notre cas, dans la mesure où Thomas n'y est pas avoir eu des relations sexuelles avec Cassandre, ça n'avait plus grand intérêt. La seule question qui se posait ensuite, c'était de savoir si ces relations étaient consenties ou pas. Dès le 25 juin, l'enquête est confiée à la PJ d'Avignon. Dans un premier temps, les policiers interrogent la jeune femme au sujet de sa rencontre avec le suspect. Tous deux ont fait connaissance sur Internet, un mois auparavant. Le profil de Thomas lui avait plu, ils ont donc discuté pendant quelque temps directement donc par message interposé pour ensuite se donner rendez-vous. Le garçon que j'ai eu en face de moi, plutôt gentil, simple, souriant. On s'est beaucoup apprécié, il y a eu un petit bisou et donc il m'a demandé de visiter chez moi. Sincèrement, sur le moment, je n'ai pas forcément réfléchi, donc je dis oui, pourquoi pas. Il était arrivé avec un sac d'affaires et s'était installé dès sa première venue dans son studio, ce qui l'avait un petit peu étonné. Mais compte tenu du fait qu'il avait été très agréable, elle n'avait pas plus prêté attention à ça que ça. Pourtant, leur relation se dégrade rapidement. La semaine suivante, donc, il avait un peu fouillé chez moi. Il avait trouvé donc mon ancien portable qui datait de 1 an. Et il avait lu mes messages, donc forcément j'avais des messages d'une ancienne relation. Il m'a fait une crise de jalousie sur ça, comme quoi je le trompais, que j'avais une autre relation, que j'étais pas sérieuse, ce qui était faux bien sûr. Et ça a commencé comme ça, des petites choses. Lorsque ma cliente va souhaiter sortir, ne serait-ce qu'aller travailler ou voir des amis, il va extrêmement mal le prendre et va se montrer très très vite agressif, menaçant. Le 20 juin, après 1 mois de relation, le couple se sépare et Thomas quitte le studio de Cassandre. Mais 2 jours plus tard, il revient à l'appartement et agresse pour la première fois la jeune femme. Il m'a plaqué contre le mur avec les mains autour du cou, donc il m'a étranglée. Je commençais à plus respirer, presque à suffoquer. Et il m'a relâché et il m'a dit oui mais excuse-moi, tu me pousses à bout. Malgré cette violente altercation, Thomas passe la nuit chez Cassandre. Le lendemain, je suis allée travailler. Donc je commençais le matin, je suis arrivée au travail, je m'étais préparée comme d'habitude. Et j'ai donc mon directeur qui m'a vu et m'a dit « Oh, tu as passé une bonne soirée hier ». J'ai dit « Ah bon ?» Je lui ai dit « Pourquoi ?» Et il m'a dit « Tu as des soucions autour du cou ?» Ah bon? Enfin, du coup, de là, je pars donc au vestiaire pour voir. Et en fait, c'était donc les traces de doigts autour de mon cou de Thomas de la veille. Mais contrairement au directeur, les collègues de la jeune femme se doutent de quelque chose. J'ai donc mon amie qui m'a dit « Écoute, viens, on va discuter dehors, on va boire un café. » Et elle m'a dit « Tu sais, si ça va pas, faut le dire, faut que tu nous le dises ou que tu le dises à quelqu'un. On est là, hein, on peut t'écouter, il n'y a pas de souci. » À ce moment-là, je lui dis pas qu'il se passe quelque chose, que ça ne va pas. Je le garde pour moi, comme j'ai l'habitude de faire. Une fois de retour à son appartement, Cassandre tente de mettre Thomas à la porte. Elle va lui répondre sur un ton qui ne va pas lui convenir, ou bien parce que
Elle va lui dire qu'elle est fatiguée et qu'elle voudrait qu'il s'en aille. Voilà comment les choses dégénèrent très rapidement. Il avait donc fermé le volet de l'appartement, la porte. Il avait débranché le téléphone fixe. Il avait pris mon téléphone. Il avait donc le sien sur lui, le mien, les clés, les 2 trousseaux de clés dans ses poches. Donc j'étais enfermée. Suite à ça, il a serré mes poignets, les 2 donc, et m'a commencé à me tirer vers la chambre de force. C'est là qu'il s'est allongé dans le lit et qu'il a commencé à me forcer à lui faire une fellation. Donc en pleurs, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je n'avais pas envie de ce moment-là, donc. Et il me disait qu'il fallait que je fasse mieux, sinon il allait me frapper. Qu'il avait aussi le taser sur lui, donc il s'en servirait. Suite à ça, il a voulu changer de position. Donc c'était donc sur le dos. Il m'a mis un oreiller sur le visage pour également pas me voir ou m'étouffer ou les 2 en même temps. Après d'interminables minutes, l'agresseur de 24 ans finit par libérer Cassandre de son étreinte. Il m'a regardé en face de moi et m'a dit j'ai quelque chose contre toi. Sans savoir ce qui se passait, je lui ai dit ah bon, enfin quoi? Et il m'a juste fait entendre quelque chose, donc on entendait dans son téléphone qu'il avait donc filmé. On est retourné dans le salon, il m'a rendu mon téléphone et j'ai commencé à réfléchir dans mon coin du canapé et je me suis dit il faut que ça s'arrête, il te fera encore plus de mal que ce qu'il en a fait déjà. Et les mots de ma collègue ont retenti dans ma tête et je me suis dit écoute, envoie-lui un message. Et donc je lui ai envoyé sur une application où les messages se suppriment automatiquement. Cassandre lance un appel à l'aide et 1 heure plus tard, elle voit arriver ses collègues par la fenêtre de son appartement, en rez-de-chaussée. Ces derniers insistent pour qu'elle vienne boire un verre avec eux. J'ai tourné la tête vers lui et il m'a fait comme un mouvement d'acquiescement. Donc je me sentais obligée de le regarder pour avoir presque son acceptation de sortie. Pour Thomas, comme il est dans des rapports de violence avec sa compagne, pour lui, ça ne va pas jusqu'à la rupture de la relation sentimentale et il ne pense pas que la victime va dénoncer les faits et va faire appel aux forces de l'ordre. Pour lui, elle va aller avec ses amis et quand elle va revenir, finalement, elle lui aura pardonné et la relation va pouvoir se poursuivre comme si rien ne s'était passé. Quand j'ai passé le pas de la porte, je me suis effondrée. Je me suis effondrée en pleurs dans les bras d'une de mes collègues et elle m'a dit « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc on a marché un peu plus loin au bout de la rue et donc j'ai expliqué et elle m'a dit « bon c'est bon, on appelle la police, il faut que ça s'arrête. » Et face aux accusations de Cassandre, les enquêteurs provençaux examinent le contenu du téléphone de Thomas. On retrouve une vidéo sur laquelle on voit une scène d'une relation sexuelle contrainte à l'évidence. Et très rapidement, on va réussir à identifier la voix de Cassandre qui se débat et qui n'a de cesse que de dire non, non, je ne veux pas, je ne prends pas de plaisir, puisqu'il lui a quand même posé la question de savoir si elle prenait du plaisir et qu'elle disait non, entre les larmes. Cette preuve vidéo établit formellement le viol de Cassandre par Thomas, la nuit de son interpellation. Mais l'expert informatique de la police judiciaire fait une autre découverte. On retrouve également une seconde vidéo qui est quelques semaines antérieure, puisqu'elle date d'avril 2018, qui montre également une relation sexuelle non consentie avec une autre jeune femme qui n'est pas Cassandre. Alors, qui est cette seconde victime? Les enquêteurs parviendront-ils à l'identifier? Et que révélera Thomas à son sujet?
Suite à la découverte de cette nouvelle vidéo, le suspect est convoqué devant le juge d'instruction d'Avignon. Thomas, dans un premier temps, donne l'identité de cette personne, de cette jeune fille. Il explique qu'il a une relation sentimentale avec elle et qu'il n'y a jamais eu ni violence, ni relation sexuelle contre elle. Cette jeune femme, que nous nommerons Mathilde, a 21 ans et réside dans les Alpes. Sans plus attendre, les enquêteurs prennent contact avec elle. Ça sonne à la maison et il y a 2 policières qui me donnent une lettre et qui me disent comme quoi je suis convoquée au commissariat de Martigues. Interrogée à Martigues, la ville dans laquelle réside Thomas, Mathilde déclare qu'elle a eu une brève relation avec lui pendant les mois d'avril et de mai 2018. Mais les 2 jeunes gens se connaissent depuis bien plus longtemps. Je l'ai rencontré, j'étais en 3e. Donc toute la période du collège, du lycée, tout ça, on se fréquentait en tant qu'amis. Et c'est seulement 6-7 ans après que du coup on se met en couple. Et c'est là que je vois le vrai visage. Quand il va sentir qu'il l'a sous la patte, en quelque sorte, eh bien là, les choses vont changer très vite. C'est-à-dire qu'au début, il était gentil, bon, un peu jaloux, un peu possessif, mais j'allais dire, au départ, elle était flattée par ça. Sauf que ça va devenir véritablement autre chose que ça va devenir violent très vite. Il était très impulsif, il s'énervait pour tout et rien. Il fallait toujours que je marche à sa droite quand on était dehors, par exemple. Si j'étais pas à sa droite, il s'énervait. Je pouvais pas parler. Quand on était avec des amis, quand on me posait une question, il répondait toujours à ma place. Il m'empêchait de sortir, je pouvais pas sortir sans lui, je pouvais pas m'habiller comme je voulais. Sous la coupe de cet homme manipulateur, Mathilde ne parvient pas à le quitter. Et elle va vivre un enfer à ses côtés. Comme ce 5 avril 2018, lorsque le couple se retrouve au domicile des parents de la jeune femme. Il veut discuter avec elle, donc il lui demande de monter dans sa chambre. Elle est chez son père. Dans la maison, il y a le père et le frère au rez-de-chaussée. Donc il monte à l'étage et il s'enferme dans la chambre pour avoir une discussion sur leur relation de couple. Il commence à me faire des avances, je lui dis non, il s'énerve, je lui dis non. Il commence à me forcer, il commence à me retirer mes vêtements lui-même, je lui dis non. Pour me calmer, il avait mis un t-shirt sur mon visage. Mais disons que ça m'a pas du tout calmé, au contraire, hein, ça m'a encore plus stressée, donc voilà. Il m'empêchait de respirer en fait, pour éviter que je fasse trop de bruit. Elle le suppliait d'arrêter, mais elle parlait doucement. Elle ne hurlait pas. Elle n'osait pas hurler parce qu'elle s'est dit, si mon père et mon frère se rendent compte de ce qui se passe, elle était terrorisée à l'idée qu'il puisse y avoir une bataille, une bagarre abominable. Sur la table de chevet, le téléphone de Thomas filme le viol sans que Mathilde ne s'en rende compte. Une vidéo dont Thomas va se servir pour contrôler la jeune femme. J'avais juste peur de partir. Je me suis dit, si je pars, ça va être encore pire derrière. S'il me retrouve, ça va être encore pire. Si je pars, il va balancer la vidéo, il va balancer des photos. Disons que tous les amis que j'ai en commun avec lui vont voir les vidéos, les photos. Donc voilà, même si ça se voit à la base sur la vidéo que je ne suis pas consentante du tout, l'œil des autres, j'aurais pas pu. Elle aurait porté plainte, je me suis dit que j'aurais peut-être pas vécu ça. Mais dans le fond, je pouvais pas lui en vouloir non plus parce que je l'avais vécu. Donc je savais ce que ça faisait et que c'était compliqué de porter plainte contre quelqu'un sur des faits comme ceci. Cette relation d'emprise dure jusqu'au début du mois de juin 2018. Quelques jours seulement avant que Thomas ne rencontre Cassandre. J'ai réussi à m'enfuir grâce à mon frère et une amie à moi. Sinon, je crois que
À l'heure qu'il est, c'est possible que j'aurais été morte, je pense. Parce que entre les étranglements, les étouffements, les coups, tout ça, je pense pas que j'aurais pu tenir plus longtemps que ça. Face aux enquêteurs, Mathilde va également révéler avoir été contactée par Thomas avant qu'elle ne se rende à Martigues pour sa convocation. Je savais qu'il y avait quelque chose par rapport à la justice avant que la police arrive, parce qu'il m'avait déjà envoyé un message pour me dire comme quoi ils avaient retrouvé la vidéo parce qu'ils ne l'avaient pas effacée. Il a essayé de l'influencer pour qu'elle se taise et qu'elle dise que même la vidéo, c'était un jeu sexuel entre eux, en fait. Il espérait qu'au dernier moment, elle aurait un sursaut d'amitié pour lui et qu'elle ne dévoilerait pas, évidemment, la réalité de la situation. Une tentative d'influence depuis sa prison que les enquêteurs ne peuvent établir avec certitude. Thomas va contester être entré en contact avec la victime. On sait effectivement qu'il était en possession fin 2018, en tout cas en septembre-octobre 2018, d'un téléphone, puisqu'il y a eu des échanges téléphoniques entre Thomas et son demi-frère. Mais il y a eu des changements de cellules très fréquents de Thomas, puisqu'il y a eu une détention qui a été assez chaotique. Et on n'est pas sûr qu'à la fin de l'année 2018, il était toujours en possession de ce téléphone portable. À l'image de Cassandre, Mathilde est une jeune femme discrète, qui essaie de joindre les deux bouts en travaillant dans un supermarché. Elle essaie d'avancer dans sa vie à elle et dans la conception qu'elle a, elle, de sa vie, à sa mesure. Voilà. Et c'est pas péjoratif du tout, hein. C'est quelqu'un, au contraire, qui est volontaire, qui essaie de s'en sortir et qui va tout doucement s'installer dans une petite vie où elle peut mesurer tous les tenants et les aboutissants. Après, je suis assez persévérante quand même, mais je suis très très timide et réservée beaucoup aussi. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui fait des folies, qui sort beaucoup. Je suis plus casanière. Je reste chez moi et je suis bien. Mais sa relation destructrice avec Thomas a complètement bouleversé son estime de soi et son rapport aux autres. À mes parents, ma famille, je peux pas en parler. Je sais même pas s'ils savent la moitié de l'affaire. Je sais même pas s'ils savent que ça a été filmé. Je crois pas d'ailleurs, parce que c'est très intimidant. J'ai l'impression qu'ils vont me regarder d'un autre œil après, même si je sais que c'est pas vrai. De moi-même, je peux pas. J'arrive pas. J'ai de la culpabilité. J'ai l'impression que c'était de ma faute. Des fois, je me pose la question, peut-être que je l'ai cherché, je sais pas. Au mois de juin 2019, Thomas est à nouveau mis en examen, cette fois pour le viol de Mathilde. Les vidéos ont été un élément déterminant. C'est toujours, vous savez, la question de la parole de la victime contre l'agresseur. Et c'est quand même rare d'avoir la chance que ce soit filmé et qu'on entende la victime dans les deux cas, hein, que ce soit Cassandre comme Mathilde, hein, dire « non, non, je ne veux pas » et refuser l'acte. Mathilde, ma cliente, 22 fois pendant les 7 minutes de vidéo, lui a demandé d'arrêter, elle lui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Alors, quelles seront les explications de Thomas quant aux accusations de Mathilde? A-t-il fait d'autres victimes? Et que révélera l'expertise psychiatrique? Thomas est né et a grandi en Provence au sein d'une famille recomposée. Adolescent à problème, décrit comme violent, sa scolarité s'arrête au collège. Thomas, c'est un jeune homme qui n'a pas d'insertion professionnelle, qui est sans emploi et qui mène une vie assez oisive sur Martigues. Il ne travaille pas et il profite des compagnes chez qui il s'installe. C'est-à-dire qu'en fait, il vit à leur crochet. Entendu à nouveau par la police judiciaire d'Avignon, le jeune homme minimise les faits au sujet de Mathilde.
Thomas explique que la relation était consentie, que d'ailleurs la victime l'a embrassé au cours du rapport sexuel. Alors il reconnaît effectivement pendant le rapport certains actes un peu plus physiques, notamment de l'avoir tenu par les poignets, mais il explique que c'est dans le cadre d'une relation consentie. Il explique également que la relation sexuelle a été filmée sans que ce soit un moyen pour lui d'humilier la victime, mais que c'était plus dans le registre du fantasme sexuel qu'autre chose. Le casier judiciaire de Thomas commence à se remplir durant son enfance pour des faits de vol. S'il n'est pas enregistré comme délinquant sexuel, le jeune homme a pourtant déjà connu des démêlés judiciaires avec une ex-compagne. Les services de police vont s'apercevoir qu'il y a eu une condamnation devant un tribunal correctionnel. Il a été condamné à 8 mois pour avoir commis des actes de violence conjugale. Donc ils veulent savoir ce qui a pu se passer dans le secret de ce couple. Cette troisième jeune femme, que nous appellerons Sophia, a rencontré Thomas en 2012 sur les réseaux sociaux. Et son témoignage fait écho aux agressions de Mathilde et de Cassandre. Elle a vécu l'enfer. Finalement, pendant 3 ans, les 3 années à peu près, où elle est restée avec Thomas, elle décrira un véritable enfer, des violences, des menaces, des séquestrations, le fait qu'elle était totalement, par lui, par son comportement, coupée de sa famille, de ses amis. Il y aura même caché sa pilule contraceptive pour avoir un enfant. Elle explique également que la situation s'est aggravée quand elle est tombée enceinte. Elle explique que Thomas l'a frappée avec une batte de baseball, qu'il lui lançait des couteaux dessus, qu'il l'a brûlée à plusieurs reprises avec un briquet. Et elle explique finalement, tout au long de la relation, la violence va aller crescendo. Elle était devenue une chose qu'il utilisait à son gré. Il lui imposait des rapports sexuels quotidiens. Il utilisait l'enfant comme un moyen de pression sur elle, en lui disant que si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, de toute façon, il s'en prendrait au bébé, et il s'en prendrait à elle et au bébé. Voilà. Donc elle était sous une emprise absolument totale. Au-delà de ces violences, Thomas l'aurait forcé à se prostituer. Donc elle explique qu'il a démarché un homme sur Internet pour qu'il vienne avoir un rapport sexuel tarifé avec Sophia pour 40 € pour utiliser cet argent pour acheter du cannabis. Leur relation se termine en mars 2016, lorsque la jeune femme trouve finalement le courage de déposer plainte. Mais uniquement pour violence conjugale. Comme elle avait le bébé commun, elle a eu peur de déposer plainte pour le viol et la prostitution. Parce qu'elle s'est dit que si elle dévoilait le fait qu'elle s'était prostituée en présence de son enfant, on lui retirerait son fils. Malgré ces terribles accusations, Sophia décide de ne pas se constituer partie civile dans cette nouvelle procédure. Elle aurait pu apparaître officiellement comme une 3e victime en audience alors qu'elle n'a été entendue dans le cours de la procédure et ensuite qu'en tant que témoin, tout simplement. Peut-être que cela a été une question de preuve. C'est vrai qu'il n'y avait pas de vidéo là concernant, il y avait juste ces allégations contre ceux de Thomas avec des faits, somme toute un petit peu anciens, mais des faits quand même. À la maison d'arrêt d'Avignon, l'expert psychiatre qui rencontre Thomas tente de comprendre l'attitude du jeune homme envers ses compagnes successives. Ce qui m'interpelle, c'est à la fois le faible niveau d'insight, l'insight étant la capacité d'introspection, la capacité de comprendre comment on fonctionne. Ça, c'est un premier point qui me heurte un peu. Et le deuxième point, c'est le manque de recul critique sur ses agissements. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il va émettre l'hypothèse qu'il aurait pu avoir un comportement désadapté, qu'il aurait pu. C'est-à-dire qu'en permanence, il va projeter la responsabilité de ce qui lui est arrivé, soit sur les victimes, soit sur la justice, soit sur d'autres personnes. Une personnalité torturée, qui est peut-être le fruit de l'enfance chaotique que Thomas a vécue.
il y a des antécédents de violence, de maltraitance et peut-être de violence sexuelle. Ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle, en termes techniques, un trouble de l'attachement. Ce trouble de l'attachement a pour conséquence des dysrégulations émotionnelles, a des conséquences de problèmes de lien avec les autres. Et donc, ces deux problématiques, elles vont se rejouer chaque fois que Thomas va nouer une nouvelle relation. Pour mettre en place ce type de relation d'emprise, Thomas choisissait préférentiellement des personnes qui pouvaient avoir, par certains côtés, une fragilité. Et il était à même peut-être à la fois de repérer cette fragilité et en même temps de l'exploiter. Mais le fait d'avoir affaire à des personnes fragiles ne veut pas dire qu'elles sont fragiles sur tous les points. Il y a certaines personnes qui sont également résilientes ou qui ont des ressources ou qui ont un entourage. Et ça, je pense que l'intéressé ne pouvait pas le prévoir et c'est peut-être ce qui a fait que la situation s'est retournée contre lui. Jugé responsable de ses actes, Thomas est renvoyé devant la cour d'assises du Vaucluse pour des faits de viol sur concubin à l'encontre de Mathilde et de Cassandre. Alors, quelle attitude adoptera-t-il lors de son procès? Thomas reconnaîtra-t-il enfin les faits de viol? Et les victimes réussiront-elles à témoigner face à lui? Le 16 novembre 2020, 2 ans après l'agression de Cassandre, s'ouvre le procès de Thomas devant la cour d'assises du Vaucluse. Ma cliente est tendue, toutes les parties civiles le sont, dans la mesure où Thomas a toujours été dans le déni. Et donc les parties civiles attendent beaucoup de ce procès, tout en ayant l'inquiétude, comme souvent dans ce type de procédure, de ne pas être crues et que leurs paroles ne soient pas prises au sérieux. Tandis que le jeune homme de 26 ans fait son entrée dans la salle d'audience, tous les regards sont tournés vers lui. Il a un physique tout à fait banal, j'allais dire lisse, voire poupon, presque, enfantin un peu. Et on se dit, en le regardant dans le box des accusés, c'est lui le monstre. Et c'est probablement ce qui a fait que le procès a démarré un petit peu comme ça, en demi-teinte. C'est parce qu'il ne renvoyait pas une image véritablement en adéquation avec ce qu'on pouvait imaginer de ce qui s'était passé dans le huis clos de ces couples successifs. Appelées à la barre, Cassandre et Mathilde racontent à nouveau les violences qu'elles ont subies au cours de l'année 2018. Un moment redouté par les deux victimes. J'étais très stressée, j'avais la voix enrouée, Disons que le juge m'a beaucoup aidé à parler. Il m'a posé beaucoup de questions parce que je n'arrivais pas à parler de moi-même. Mon passage a été fait tout le long en pleurs, malgré tout, parce que ça remue encore des choses. Il faut en parler, il faut dire tout depuis le début, donc c'est compliqué. Mais voilà, malgré les pleurs, et j'ai tout sorti. Et j'ai tout sorti, j'ai tout dit. Et pour appuyer leurs témoignages bouleversants, des extraits des vidéos trouvés sur le téléphone de Thomas sont diffusés devant la cour. C'était épouvantable, épouvantable. Il y avait un silence de mort dans la salle quand j'ai fait visionner la vidéo. Un silence de mort, c'était épouvantable, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai mes raisons pour l'avoir fait, c'est parce qu'il était extrêmement important que les jurés puissent se rendre compte à quel point les jeunes femmes qui se retrouvent dans cette situation sont en état de faiblesse. Sophia, qui a vécu l'enfer pendant 3 ans aux côtés de l'accusé, va elle aussi raconter son histoire à la barre. Mais en qualité de simple témoin.
Tout le monde retient son souffle, tout le monde a mal au ventre. On a une personne qui, entre sanglots et spasmes, va nous raconter une période de sa vie qui a été juste un enfer. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'était juste horrible ce qu'elle a vécu. Pour moi, c'est inhumain de faire ça à quelqu'un. J'entends tout ce qu'il lui a fait. Je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas porté plainte? Mais malgré tout, on se dit qu'il lui a tellement fait du mal qu'elle n'aurait jamais réussi. À l'issue de son témoignage, Sofia quitte la salle, terrassée par une crise de spasmophilie. On s'est senti quand même une empathie terrible pour cette jeune femme et on s'est dit qu'au bout du compte, les choses étaient mal faites. Elle aurait dû être, elle aussi, assise parmi les victimes. Face au récit de ses 3 anciennes compagnes, Thomas va contre toute attente reconnaître les faits dont on l'accuse. Mais son attitude peine à convaincre. Ça ne va pas lui bénéficier autant qu'on l'aurait espéré, puisque dans le cas de cette reconnaissance, il y a quand même beaucoup de honte et beaucoup de pudeur. Il va avoir du mal à développer des explications qui seront totalement satisfaisantes pour les jurés qui composent la cour d'assises. Pour moi, il s'excuse juste pour la forme devant le juge, tout ça, mais en vrai, il ne se rend pas forcément compte, je pense, des conséquences, des actes qu'il a fait tant sur moi que sur les autres. C'était surtout pour se dédouaner, pour baisser sa peine. Mais on se dit que pour nous, ces excuses n'étaient pas valables. Après 3 jours de procès, Thomas est condamné à 15 ans de prison, assorti de 5 années de suivi socio-judiciaire et d'une injonction de soins. Moi, j'en ai pleuré de joie à la fin. J'étais fatiguée au temps du procès, de tout ça, donc j'étais contente. J'ai dit, c'est fini, je peux passer à autre chose. Je peux pas forcément oublier parce que ça s'oublie pas, mais je peux avancer. Aujourd'hui, les exactions de Thomas continuent de hanter les jeunes femmes qui ont partagé sa vie. Mais pour Cassandre et Mathilde, ce passé douloureux prend de moins en moins de place dans chacune de leurs vies. J'ai repris un peu confiance en moi, j'ai repris le travail, j'ai repris une vie normale et simple comme j'avais avant. J'essaie d'oublier. On n'oublie jamais, c'est gravé à l'intérieur, mais on va de l'avant et puis je vais de l'avant. Je perds du poids, je me suis repris en main, je fais du sport, je suis heureuse à l'heure actuelle, donc je me sens bien et j'espère que ça va continuer comme ça.